Quels sont tous ces droits qui sont compris dans le grand groupe des droits humains pour faire prévaloir la dignité humaine? Tout part de la dignité humaine parce que le premier des trois, c'est d'abord le droit à la vie. Il y a la liberté, donc tout être humain aspire à cette liberté-là. Est-ce que cette passion pour les droits humains a été construite en toi dès ta tendre enfance? Cette flamme-là, on a envie de la partager. On a vraiment envie de la partager dans tout ce qu'on fait dans la vie de façon très passionnée. Aimer profondément, être altruiste profondément, venir en aide, être le défenseur numéro un des opprimés, cela est naturel. Au prime de notre vie, au prix de mille risques, mais cela est naturel. Récemment, au salon du chocolat de Paris, les chocolatiers du monde qui ont été primés ont été ceux dont le cacao est venu de Guinée. Et ce sont eux qui l'ont dit. Alors, on comprend bien ce paradoxe. Pourquoi est-ce que ce département, ce poumon économique ne pourrait pas bénéficier aussi de cette embellie économique de la Côte d'Ivoire qui tire sa ressource du cacao? Ce problème, tu l'abordes de façon très spécifique, pas par des protestations, pas par des pétitions, encore moins des accusations. D'abord, qu'est-ce qu'un plaidoyer et plus précisément un plaidoyer citoyen? C'est de faire, mon rêve, c'est celui de voir un jour mon Guéo natal être désenclavé de façon totale. Germaine Barthélemy Gogognon, bonjour. Bonjour Nabi. Tu es un passionné des droits humains Oui. et c'est la raison pour laquelle tu ne pouvais rester impassible face aux défis sociaux et communautaires du Guéo, ta ville natale. Et on va parler en long et en large de ce projet que tu as initié. Mais avant, on va te connaître un peu plus, juste à travers quelques questions de bris de glace. D'accord. Première question. Qu'est-ce qui constitue pour toi un week-end parfait? Pour moi, un week-end parfait, je dois rester à la maison avec mes enfants. D'accord. Et tu es plutôt repas fait maison ou restaurant? Repas fait maison. Parce que j'adore quand c'est bien fait à la maison. Juste me laver les mains, apprécier mon foot. D'accord. Et quelle est la chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as pas encore essayé? Alors, être acteur de cinéma, tout simplement. Ah waouh, à la James Bond, je vois. Oui, jouer le rôle d'un big boss dans un film, pourquoi pas. D'accord. Et quelle est la façon dont tu célèbres lorsque tu as franchi un jalon, lorsque tu as pu accomplir un succès? Toujours à la maison, famille, recevoir la famille, me féliciter, voilà, des amis, et ça me fait plaisir. D'accord. Alors parlons à présent de ces textes qui t'ont inspiré. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, Tiernan Gogognon, il y a un passage en particulier de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui t'a profondément inspiré. On va découvrir ensemble et à toi de faire la lecture, s'il te plaît. Alors, il s'agit précisément de l'article 22 et qui dit, et toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation des ressources de ce pays. Comment est-ce que tu découvres ces textes? D'accord, déjà, en tant qu'humain, je pense qu'il est important déjà de savoir les sources des droits humains. Et donc, dans les recherches, en tant que défenseur des droits humains, on découvre toujours la source. Le contexte historique part de l'histoire de l'Angleterre, l'histoire des États-Unis, puis de la France. Mais aujourd'hui, ces déclarations universelles-là couvrent le monde entier. Elles régissent une sorte de conscience morale et s'appliquent à tous les pays de tous les continents du monde entier, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que on parle de dignité humaine. Tous ces textes fondamentaux, ces textes normatifs, on pose sur trois éléments principaux. Il y a la liberté,
Donc, tout être humain aspire à cette liberté-là. La liberté de vivre heureux, la liberté d'aller devenir, la liberté de commercer, la liberté économique, la liberté sociale, la liberté environnementale. À côté de cette liberté qui est demandée, il y a également aussi, on va dire, l'égalité. L'égalité entre les humains. Il ne devrait pas avoir de sous-hommes. Les hommes devraient être égaux en droit. Et donc, quand on a la liberté, quand on a, on va dire, cette égalité, forcément, ça découle à la fraternité. Donc, ce sont des valeurs humaines qui vont se retrouver fondamentalement dans plusieurs textes, on va dire constitutionnels même, de plusieurs pays qui vont plus tard s'affirmer de façon indépendante. D'accord. Et plongeons un peu plus au sein de ces textes. Lorsqu'on parle de dignité humaine, lorsqu'on parle de droits humains, on a tendance probablement à penser aussitôt qu'au droit à la vie. Mais il ne s'agit pas que de ça. Quels sont tous ces droits qui sont compris dans le grand groupe des droits humains pour faire prévaloir la dignité humaine? D'accord. Déjà, tout part de la dignité humaine parce que le premier des droits, c'est d'abord le droit à la vie. Il faut d'abord être en vie et que personne ne puisse enlever à une autre personne son droit à la vie. Donc, tout part de là d'abord. Mais à côté de ce droit à la vie, quand on vit, on a besoin de s'épanouir. Donc, on a besoin d'être reconnu comme personne humaine. Donc, on a le droit à cette identité. Cette identité qui peut être attachée à son droit de sol, qui peut être attachée, on va dire, à sa nation. Et donc, cette identité-là. Et puis, quand on a cette identité, bien évidemment, quand on évolue dans une contrée, dans un pays, dans une nation, on a droit à l'économie, on va dire, aux retombées économiques, donc le droit économique. Bien évidemment, le droit à la santé. Parce que au sein de cette entité, j'allais dire, de cette nation, de cet État, forcément, c'est vrai, il y a le droit individuel, mais il y a aussi le droit collectif, qui est donc géré par cette nation, donc qui est garanti par cette nation. Donc, toute la production de la richesse, toute la santé, toute la protection sociale, tout l'environnement, tous ces droits qui vont donc découler de cette entité, j'allais dire, étatique, devraient pouvoir bénéficier à l'individu. Alors, Tiaman Gogognon, est-ce que ces textes ont changé ta perception de la dignité humaine ou est-ce que cette passion pour les droits humains a été construite en toi dès ta tendre enfance? D'accord, je dirais que c'était complémentaire, hein, parce que parlant de dignité humaine, j'allais dire que c'est inné, parce que cela sort déjà de ma famille. D'accord, c'est vrai que je suis des Guéyo, mais j'ai ma mère qui est bêtée, qui est donc la sœur ou l'artiste chanteur Baes Pinto. Donc notre grand-père, le père d'Alé, on va dire fondamentalement, il a cette dignité humaine là, parce que euh, il a reçu très tôt des personnes qu'il ne connaissait même pas. Donc, il a compris que les valeurs humaines, la valeur de solidarité, la valeur d'amour, la valeur d'entraide, la valeur de tendre la main à autrui, la valeur de donner, on va dire, une chance à quelqu'un qu'on ne connaît même pas, sont des valeurs fondamentales. Donc, déjà, il les a inculquées à nos parents. Et nos parents, à leur tour, nous ont inculqué cela. Et donc, nous, c'est qu'on est naturellement dans ces valeurs humaines, dans cette dignité humaine. Ce qui fait on nous aurait même pas regardé quelqu'un en face pour lui manquer de respect. Ce serait comme nous-mêmes nous manquer de respect. Donc c'est vraiment inné, c'est fondamental. Alors cela a été complété parce que déjà, étant nourri dans cette sève-là, on n'a pas toujours cautionné l'injustice. Donc, étant devenu grand, étant allé à l'école, ayant croisé ces textes-là, c'est comme si c'était un amour quelque part qui vient d'éclore entre cette dignité humaine, ces valeurs humaines qui étaient en nous, cette flamme en nous naturellement, qui a rencontré des textes, j'allais dire, fondamentaux des droits humains. Donc, naturellement, quand on est nourri dans cette sève-là, qu'on rencontre ce genre de textes, on ne fait que être heureux parce que cette flamme-là, on a envie de la partager. On a vraiment envie de la partager dans tout ce qu'on fait dans la vie de façon très passionnée. Aimer profondément, être altruiste profondément, venir en aide, être le défenseur numéro un des opprimés, cela est naturel. Au prix de notre vie, au prix de mille risques, mais cela est naturel.
Et donc, oui, je peux le dire, je peux le confirmer. euh, Ce n'est qu'une rencontre avec des textes qu'on a cités, mais naturellement, fondamentalement, cela est ancré en moi parce que cela prend source depuis ma famille. Et j'ai bien compris que ton grand-père est le père de l'artiste, la légende musicale ivoirienne Ben, Baïs Minton. oui, Est-ce que tu peux nous fredonner un peu de Taxi Sounion? On verra si d'accord. tu as des gènes de l'artiste. Taxi, soignon, nyamamwe, nyamamwe, non, mais il y a l'igomwa. Ah. Ah, c'est dans la famille. Alors, revenons à notre conversation. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans ce contexte géopolitique tendu, dans ce contexte où de plus en plus on assiste à des scènes de bafouement des droits humains, est-ce que ces textes conservent leur pertinence encore aujourd'hui? Est-ce que ces textes arrivent encore à régir cette conscience mondiale comme cela a été l'objectif lorsque ces textes ont été promulgués? Alors, ces textes devraient pouvoir encore être d'actualité et inspirer. Malheureusement, la reconfiguration géopolitique, les États n'ayant pas des amis mais ayant des intérêts, malheureusement, par moments, piétinent certains de ces textes fondamentaux. Je dis bien malheureusement. Ceci dit, il ne faut pas désespérer. Il faut faire en sorte que les générations à venir puissent davantage découvrir ces textes-là et même davantage les enseigner dans nos écoles. Il faut faire en sorte que cette dignité humaine ne puisse pas totalement disparaître. C'est vrai que sous certains tropiques, ça tend à disparaître ou on tend à plus chosifier l'être humain. On tend à mettre de côté sa valeur humaine, sa dignité humaine. On tend à faire de sorte que l'être humain ne soit plus au centre de notre développement, mais qu'il soit, j'allais dire, relégué à un arrière-plan au profit de certaines pratiques qui sont vraiment inhumaines. Mais je dis, il ne faut pas désespérer, il faut faire en sorte que cette flamme humaine, cette dignité humaine soit rallumée. Et c'est important parce que s'il y a une seule personne qui peut être encore sensible à cela, cette flamme pourrait davantage éclairer d'autres personnes. Donc oui, le constat, il est malheureusement, il est amer, il est malheureusement triste, mais il ne faut pas désespérer. Faut pas désespérer qu'il y aura des êtres humains qui croient encore en cet amour, qui croient encore à cet altruisme, qui croient encore à cette dignité, à cette sécurité, cette protection des uns vis-à-vis des autres, qui croient encore à cet épanouissement économique, culturel, environnemental, qui se encore pour que d'autres êtres humains soient épanouis de la dignité, je pense qu'on ne devrait pas désespérer. Oui, ces textes sont anciens, mais il faut encore y croire. D'accord. Et tant qu'on aura des hommes, c'est vrai, mais tant qu'on aura aussi des institutions qui sont prêtes et qui sont équipées à faire prévaloir ces textes et à faire prévaloir la dignité humaine. Tu le disais tout à l'heure, ces textes sont venus en complémentarité de de ce qui t'a été enseigné en tant qu'enfant. J'entends dans ma tête des personnes dire: «Oh, qu'est-ce que j'ai à faire avec ces déclarations? Ils ne me serviront à rien, que je les connaisse, que je ne les connaisse pas». Ça peut être des jeunes, des plus âgés, des anciens. Qu'est-ce qu'on perd à ne pas connaître ces textes? D'accord, déjà, Et qu'est-ce qu'on gagne à les connaître? il faut éviter euh, de vouloir enseigner aux jeunes gens en étant couché, j'allais dire, sur les connaissances livresques. C'est-à-dire que en rappelant les articles pour eux, ça n'a aucune importance. Il faut plutôt leur livrer le contenu. Le contenu, c'est quoi? Il faut respecter la dignité humaine. Il faut faire en sorte que toi, être humain, tu puisses accepter que l'autre puisse avoir la différence. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'être comme tu es. Donc, quand tu lui enseignes ça, en réalité, ce sont les terres que tu es en train de lui enseigner. Donc, quand c'est abordé dans cet angle-là, le jeune ou l'enfant peut être sensible à cela. C'est-à-dire qu'il comprendra qu'il n'a pas le droit d'ôter la vie de son prochain.
Donc ces textes datent certes il y a longtemps, mais ils restent d'actualité, Il reste ils d'actualité. restent pertinents, ils restent applicables aujourd'hui C'est et ça. il y a un devoir de transmission, Bien sûr, de bien les sûr, faire connaître à la génération d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi à la génération de demain, bien au sûr. travers des initiatives académiques, certes, mais également d'autres initiatives au sein de la société, des cours, des conférences, des forums et toutes sortes. Alors, à présent, on va parler de ton initiative, le collectif des volontaires pour le désenclavement total du Guéniot. C'est toute cette passion des droits humains, cette passion de la dignité humaine que tu as investie et que tu as matérialisée à travers cette initiative. Comment est-ce qu'elle est née? Alors déjà, le collectif des volontaires pour le désenclavement total des Gayo est une initiative, on va dire citoyenne, hein, parce que Guéyo est un département de la région de la Nawa, donc dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc il n'est pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on a cité tout à l'heure. Donc forcément, Guéyo a besoin de profiter aussi, on va dire, des retombées de l'embellie économique de la Côte d'Ivoire. Guéyo, qui est ce département de grosse production de culture de rente, de café, de cacao, de palmiers à huile et de culture, de culture vivrière. Et Guéyo, qui est donc ce poumon économique de la région de la Nawa, a aussi le droit de bénéficier des retombées de l'embellie économique de la Côte d'Ivoire, comme je le disais. Alors, il y a plusieurs manières de l'exprimer. Il y en a qui, certainement, sont beaucoup plus virulents, sont beaucoup plus critiques. Ça, c'est leur droit. Mais moi, en tant que défenseur des droits humains, mais respectueux des institutions de mon pays, alors j'ai trouvé bon de créer cet outil-là qui donc rassemble toutes les filles et fils de Mais notre quel est région. d'abord le problème auquel le Guéyo est Oui, confronté, qui a donné naissance à cette Gueyo initiative? est confronté véritablement à un problème d'enclavement, un problème d'enclavement. Gueyo est enclavé parce que c'est un chef-lieu de département qui dessert cette région qui malheureusement ne peut être accessible par voie de bitume. Donc, quand vous partez d'Abidjan, vous arrivez à Kagnoa, pour arriver à Gueyo, on a une 70 km, mais ce n'est pas bitumé. Quand vous sortez par Soubré, pour accéder à Gueyo, 70 km, pas bitumé. Pareil pour Sassandra, une centaine de kilomètres pas bitumés. Pareil pour Lakota, une cinquantaine de kilomètres pas bitumés. Donc, c'est un véritable problème d'abord d'enclavement. Keyo est fortement enclavé. Et il le relevait, paradoxalement, est un poumon de production, j'allais dire un poumon économique de la Côte d'Ivoire même. Et donc, pour moi, il est tout à fait normal que ce département qui produit puisse aussi, à un moment donné, bénéficier de cet embellie économique de la Côte d'Ivoire. Donc, poumon économique parce que cette région produit du cacao, Oui, du cacao et la Côte du d'Ivoire café. étant le premier producteur de cacao au monde. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. Récemment, au salon du chocolat de Paris, les chocolatiers du monde qui ont été primés ont été ceux dont le cacao est venu de Gueyo. Et ce sont eux qui l'ont dit. Donc, le meilleur chocolat produit au monde entier, la source, c'est bien le cacao produit à Gueyo. Wow. Et donc, si on convient que la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao au monde et que les chocolatiers primés comme étant les meilleurs style cacao de Gueyo, alors on comprend bien ce paradoxe. Pourquoi est-ce que ce département, ce poumon économique ne pourrait pas bénéficier aussi de cette embellie économique de la Côte d'Ivoire qui tire sa ressource du cacao de ce pays? Donc, comme je le disais, pour moi, il est tout à fait important que ce département puisse aussi sortir de son enclavement, j'allais dire chronique. Pourquoi? Parce que Gueye est un chef du département depuis maintenant, on va dire longtemps. Moi qui vous parle, j'ai la cinquantaine révolue. Or déjà, étant tout petit, j'ai fait l'école primaire publique dans mon village, qui est Zivayo, donc où j'ai eu le CEP. Donc imaginez un peu, un petit enfant né qui a fait l'école primaire et après 70 ans, revit encore la même situation. Le monde étant dynamique, mais on dirait que Gueyo est statique. Donc pour moi, il faut rêver cela. Alors, étant fils de cette région, fils de ce département-là, ma façon à moi, donc, d'exprimer cela, c'était donc de créer ce collectif-là, qui est cet outil d'expression, j'allais dire d'expression citoyenne, pour montrer
les réalités de Guéyo, montrer le D'accord. potentiel de Guéyo, mais en même temps, plaidoyer, attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire pour que cet État de Côte d'Ivoire puisse effectivement faire en sorte que le problème de l'enclavement soit résolu en octroyant des voies d'accès par bitume à Guéyo. D'accord. Et ce problème, tu l'abordes de façon très spécifique, pas par des protestations, pas par des pétitions, encore moins des accusations, mais tu l'abordes à travers un outil civique, un plaidoyer citoyen. D'abord, qu'est-ce qu'un plaidoyer et plus précisément un plaidoyer citoyen? D'accord. Avant de répondre à cette question, oui, je l'aborde de façon, j'allais dire spécifique, parce que je suis influencé par l'éducation que j'ai reçue. Tout à l'heure, je l'ai dit, je n'ose pas poser un problème avec colère. Ça ne sert à rien. Il faut donc poser le problème de façon lucide, de façon responsable, en s'appuyant sur des éléments factuels. D'accord? Donc, un plaidoyer, c'est d'abord une forme de communication pour montrer la situation qu'on vit, mais de façon factuelle, et ressortir l'intérêt général. Faire en sorte que l'interlocuteur auquel on parle soit sensible à la situation et qu'il puisse en tirer l'intérêt collectif. C'est là le plaidoyer. Parce que quand on fait un plaidoyer, ce n'est pas individuel. Il faut ressortir l'intérêt collectif. Il faut montrer le contexte, faut en ressortir les objectifs et puis il faut indiquer la voie. Ça, c'est important. Parce que quand on fait un plaidoyer, c'est qu'on a la solution, on a une proposition de solution à proposer à l'interlocuteur, à proposer à celui auquel on fait le plaidoyer. Donc, oui, un plaidoyer, c'est d'abord une forme de communication, mais qui est citoyen, parce que, comme je le disais, je suis avant tout un citoyen, d'abord ivoirien, donc qui est respectueux des institutions de l'État du Côte d'Ivoire, donc respectueux des lois fondamentales de la Côte d'Ivoire, respectueux des institutions, comme je le disais. Alors, il ne faut pas mener ce plaidoyer de façon désordonnée, il faut le mener dans un cadre formel, d'où la nécessité pour nous d'avoir créé cet outil qui est le collectif, qui donc a été déclaré formellement au niveau des fichiers de l'administration ivoirienne, donc qui nous permet, en tant qu'outil formel, de maintenant mener ces plaidoyers-là de façon encadrée, de façon respectueuse des lois ivoiriennes. Donc oui, un plaidoyer citoyen. D'accord. Et ce collectif a été créé en quelle année et quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mener à ce jour? D'accord. Donc, avant que ce collectif ne soit créé officiellement, déjà, l'idée était partie depuis longtemps quand même, hein. Cette conversation vous inspire et vous connaissez aussi une personne qui pourrait en être inspirée. Alors n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, à vous abonner sur nos pages et à nous donner de la force de continuer. Merci. Voilà, c'est vrai que j'aime toujours revenir en arrière, mais c'est important qu'on puisse le comprendre. Mon père fut l'un de ceux qui ont bâti les voies d'accès à Gailleux de par leurs mains à travers les travaux forcés. Et mon père, quand j'étais tout petit, m'en parlait. En me le disant qu'ils ont bâti la voie d'accès à Gailleux par les travaux forcés, j'étais tout petit, je ne comprenais pas. Mais plus tard devenu grand, c'était un message qu'il me donnait. Il me disait que si on a bâti les mains par nous-mêmes les voies d'accès à Gaillot, alors vous, votre tour, c'est de faire en sorte que vous ayez un jour le bitume. Il ne me l'a pas dit ouvertement, c'était une interpellation pour moi. Donc, en tant qu'intellectuel, je me suis dit, il fallait donc suivre ce schéma-là. Si nos parents ont bâti les voies d'accès à Gaillot de par mais à travers des travaux forcés, aujourd'hui, on a la possibilité, à travers des instruments, des outils, de poser le problème à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'effectivement, on puisse accéder à ces voies-là par voie par bitume, ce qui serait une évolution est vraiment majeure. Donc, toutes ces idées, depuis tout petit, me trottinaient l'esprit jusqu'à ce qu'il soit devenu grand. Et donc, oui, pour le collectif, il a été créé formellement, on va dire récemment, le 15 novembre 2025. C'est là qu'on a eu l'Assemblée générale consultative et élective et toutes les populations de nos régions ont bien voulu que j'en sois le président par voie élective. Mais avant cette date-là, il y avait déjà des actions Mais qui avant étaient ça, tu avais entreprises. déjà des actions, j'allais dire sporadiques, des actions pas encadrées, mais de communication, puisque on postait des images d'accidents sur nos voies, on postait des messages pour attirer l'attention de l'État de Côte d'Ivoire, on filmait nos voies, on tenait des réunions,
on D'accord. Il y avait échangeait toute une entre phase nous, préparatoire, une voilà, phase de préparatoire. communication Voilà. Mais qui c'était pas vraiment a encadré. ensuite C'était, donné lieu à voilà, c'était pas vraiment la encadré. formalisation. Et je n'étais pas le seul parce que chaque fils, chaque fille de la région le faisait à sa manière, mais les autorités locales le faisaient aussi à leur manière. C'est ça. Voilà, je vais dire que ce soit le maire, les députés, chaque faisait à sa manière. Mais je veux dire, c'était pas vraiment encadré. C'était pas D'accord. vraiment encadré. Donc, je ne serais pas prétentieux pour dire que c'est quand on a créé le collectif que du coup, tout a commencé à se mettre en place. Non, Effectivement. chacun à sa manière y allait. Voilà. Mais il Donc, fallait c'est une donc un encadrement. initiative qui vient en complémentarité de ce qui se fait Faisait déjà, déjà et effectivement, qui c'est pour ça qu'on a parlé de continue. collectif. C'est-à-dire que D'accord. c'est tout un ensemble d'initiatives qu'on a essayé de mettre ensemble pour créer le collectif. Mm. Voilà, ça D'accord. je le précise. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous faire entendre avec ce collectif maintenant formalisé? Est-ce que vous arrivez à toucher les différentes autorités compétentes et à faire prévaloir les intérêts de la région du Kédougou? Oui, j'allais dire oui, parce que déjà, le premier niveau de désenclavement, c'est au niveau de la communication. Je vais donc profiter de votre micro pour dire merci à tous ces partenaires, ces partenaires médias qui nous reçoivent, pour qu'on en parle. C'est déjà le premier niveau de désenclavement. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ère de la communication, c'est sûr que tout ce que nous disons sur les plateaux de télévision, sur les plateaux, des antennes de radio, des plateaux, j'allais dire, de chaînes de télévision en ligne comme la vôtre, forcément, et l'autorité nous entend. Donc, pour nous, le désenclavement a déjà commencé et il est effectif grâce à l'intervention, aux interventions médias, grâce à l'accompagnement des médias. Donc, oui, quelque chose a changé et les choses ont même commencé à bouger. Parce que si hier, toutes les voies d'accès à Gueyo, aucun projet n'était dans les tiroirs. Aujourd'hui où je vous parle, au moins, il y a des projets que l'État de Côte d'Ivoire a sortis et qui concernent donc le bâtiment des accès, par ces voies d'accès à Guéyou. Et mieux, il y a aujourd'hui où je vous parle des travaux déjà qui sont en cours entre Lakota et Guéyou. Donc, ce n'est plus une vue d'esprit, c'est une réalité maintenant. Et des études sont déjà prêtes aussi pour les autres voies d'accès. Et voilà, et nous sommes heureux d'en parler parce que ce n'est plus quelque chose de lointain, mais c'est quelque chose de très très proche et nous nous en réjouissons. Wow. C'est de très bonnes nouvelles, ce qui Voilà. veut dire que les actions portent, votre voix porte, mais dans tout ce processus, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ou les difficultés auxquelles vous êtes encore confrontés, les défis qui restent à surmonter? D'accord. Les premières difficultés, c'est déjà au niveau de nous-mêmes, les populations de chez nous. Vous savez, euh, tout le temps être politisé. Donc déjà, quand tu as une telle idée, il y a déjà des clivages, il y a déjà des rivalités, mais fort heureusement que le collectif est un mouvement politique. Et donc, on a réussi à déjà traverser cette première difficulté aujourd'hui. On est arrivé à converger, à faire converger tout le monde autour de cet idéal-là. Donc aujourd'hui, on dit aux gens, le collectif est comme une sorte de maison. Chacun a son habit. Mais quand tu arrives au seuil de la porte de cette maison, tu enlèves tes habits et tu enfiles ceux du collectif. Donc, Mm. tu peux avoir ta chapelle politique, ça, c'est ton droit le plus absolu. Mais quand tu rentres dans la maison du collectif, tu es revêtu de l'entité collective, tu es revêtu de ce qui peut être l'intérêt général. Dieu merci, aujourd'hui, on a traversé cela. Autre difficulté, ce n'est pas toujours facile parce que quand vous avez des idées, ça peut aussi, et quelque part, créer, j'allais dire, une sorte je dirais pas de rivalité, mais certaines autorités peuvent penser que soit vous les critiquez, et soit vous voulez vous mettre à leur place, or ce n'est pas votre rôle. Mais tout ça, nous on s'est dit non, nous sommes en politique, nous avons le droit de poser les problèmes qui nous concernent en tant que citoyens et de les poser la meilleure des manières. Mais dans tous les cas, que le plaidoyer soit fait par l'autorité locale, qu'il soit fait par une organisation, la société civile, dans tous les cas, ce que nous visons, c'est le même objectif. Donc, nous, on n'a pas ce souci-là. On arrive toujours à comprendre les uns et les autres pour leur dire, on a un seul objectif. Le jour où Gueye sera accédé par voie de bitume, on sera les plus heureux parce que ça va effacer plus de 70 ans de galère que Gueye. Ça va effacer
cette amertume que nos parents ont vécue, ça va effacer la mémoire des accidents qu'on a pu vivre sur ces voies d'accès que les médias qualifient d'ailleurs, à juste raison, de voies d'enfer. Et ça va effacer ce frein qui faisait qu'on ne pouvait pas aller à Gueyo bien habillé, on ne pouvait pas aller aussi chez nous pour apporter des projets de développement parce que les opérateurs économiques sont réticents. Ça va effacer et tout cela, ça va effacer le fait qu'aujourd'hui, quand on envoie un fonctionnaire à Gueyo, il ne veut pas y aller parce que c'est l'enfer pour y accéder. Ça va effacer le fait qu'aucune banque ne veut aller investir à Gueyo. Je vous parle, aucune banque classique n'est à Gueyo. Ça va effacer le fait que des infrastructures pardon, sociales, sanitaires, éducatives soient développées. Bref, ça va effacer toute cette amertume-là Mm. et ce sera un nouveau Keio. Donc, c'est ce que nous regardons comme objectif et pour nous, c'est fondamental. Pour le reste, c'est inhérent au comportement de chaque être humain, mais comme je le dis, nous sommes habités par notre culture, par notre éducation. On nous aura jamais offensé quelqu'un pour son aspiration, pour ses opinions. On tend toujours à rassembler pour le bonheur de tout le monde. L'accès au département de Gueyo par voie de bitume va faire éclore de nouvelles opportunités, et des opportunités qui vont bénéficier à toutes les populations du Gueyo, peu importe les bords politiques, peu importe les opinions, peu importe les appartenances, peu importe les clivages. Et c'est ça qui est le plus Le plus important, important. c'est ce qui compte. Et ce que j'apprécie dans cette histoire, c'est un devoir de continuité. Donc, ton père, qui t'a toujours dit que les voies d'accès ont été tracées par leurs mains, et aujourd'hui, en tant que fils, tu as le devoir, vous, les fils du Gueyo aujourd'hui, avez le devoir de faire progresser cette œuvre pour aussi permettre à vos enfants de commencer encore à un nouveau point de départ beaucoup plus avancé que là où nous sommes aujourd'hui. Oui, mais parfaitement. C'est ce qui est même, c'est ce qu'on appelle même le développement durable. C'est-à-dire que nos parents ont posé des actes qui nous ont profité parce que grâce à leurs actes, on peut accéder à Guéhigo, même si c'est par voie non bitumée. Donc, ils ont atteint leur objectif. Nous, on vient avec les autorités compétentes actuelles, on travaille pour que Guéhigo soit accédé par voie de bitume et on ouvre la voie au développement. Parce que la route précédant tout développement, si Gay aujourd'hui est bitumé, ça donne l'opportunité à nos enfants de continuer l'œuvre, de faire en sorte que ce Gayo développé, pardon, ce Gayo accident par voie de bitume soit développé en y apportant, eux, à leur niveau maintenant, des projets de développement économique. Faire en sorte que ils puissent maintenant aller démarcher des partenaires financiers pour dire venez investir à Gueyo. Nous avons du potentiel économique qui n'est pas encore exploité. Nous avons encore de la terre, nous avons encore du palmier à huile, du café, du cacao. Vous pouvez donc implanter des usines de fabrication, de transformation du cacao, des usines de chocolat même à Gueyo, mais pourquoi pas? Donc, ça, c'est de grosses opportunités. On peut dire à des investisseurs de venir bâtir des grandes écoles, pourquoi pas des universités à Gueyo. Donc, vous voyez que le combat que nous menons sous forme de plaidoyer va ouvrir un potentiel, mais vraiment énorme développement. Et de sorte que nos enfants, ceux qui vont venir, les générations à venir, qui n'ont pas connu, comme nous, on n'a pas connu ce que nos parents ont bâti avec la main. Donc, on a vu le résultat, les voies qui sont non bitumées. Nos enfants qui viendront, qui vont trouver les 4 voies d'accès à Guéo bitumées, vont penser que c'est né comme ça. Mais à leur tour aussi, ils vont faire venir des investisseurs et ainsi de suite. Guéhiou sera véritablement développé. Donc, c'est cette vision-là que nous avons. Et ce qui est surtout intéressant au niveau de Guéhiou, c'est que c'est vrai, c'est une zone où les populations autochtones sont appelées des Gaudiers. Donc, moi, je suis Gaudier. Mais nous avons nos mamans qui sont bêtées, donc on cohabite avec nos parents bêtés. Et en plus de cela, Guéhiou, étant donné que c'est une zone de production de café, de cacao, de toutes sortes de cultures, donc on a nos parents à Caen, notamment les Baoulés, qui y sont implantés, mais vraiment en grand nombre. Voilà, en grand nombre. Également aussi, nos parents malinqués y sont pour le commerce, pour le transport et pour les activités aussi, voilà, du développement. Nous avons aussi nos parents du Grand Ouest, les Yacouba, les Guéré qui y sont aussi. Et une forte communauté de la CEDEAO. Donc, Mhm. bref, Donc, c'est qui vraiment aujourd'hui un un brassage brassage culturel, culturel, communautaire. Et donc communautaire. aujourd'hui, qui normalement, cette affaire de désenclavement n'est plus une seule affaire des fils autochtones, mais de tous les fils, de tous les natifs. Aujourd'hui,
avec les communications que nous faisons, il y a des cadres de ce pays, il y a d'autres personnes qui disent, ah, mais nous, on a été à l'école à Guéyo, on a été à l'école dans telle localité et tout. Ça fait toujours plaisir de voir que Guéyo a formé des cadres. Mais qu'est-ce que ces cadres font en retour pour que Guéyo puisse profiter de ce désenclavement-là? Ils rejoignent le collectif et Voilà. Donc, ensemble, voilà. ils portent Ils devraient pouvoir se haut rejoindre la voix. sans forcément regarder la coloration politique, C'est la ça, coloration ethnique, la coloration religieuse, la coloration communautaire. Il faut qu'ils effectivement. regardent Guéyo qui est notre intérêt commun et qui peut nous rejoindre dans le collectif des volontaires pour le désenclavement total de Guéyo, chacun à sa manière pour que chacun ouvrant son portefeuille relationnel, on puisse effectivement faire en sorte que Guéyo soit désenclavé, soit finalement accédé par voie de bitume et D'accord. que ce Guéyo-là puisse rayonner un jour. Et donc, c'est un appel qu'on lance en même temps. Et même ceux qui ne sont pas forcément des Guéyots, ceux qui ne sont pas forcément des Guéyots, mais aujourd'hui, on en parle tellement que tout le monde veut découvrir Guéyo. D'accord. Et on t'entend parler vraiment avec énormément de passion, tellement de passion. On sent la graine de grand défenseur des droits humains. Est-ce qu'il y a une figure en particulier qui t'inspire? Oui, au niveau global ou alors de façon Oui, au spécifique. niveau global, une figure historique, un grand défenseur des droits de l'homme qui t'inspire en particulier. Oui, I have a dream. Martin Luther King. Dr. En son Martin Luther temps, King Jr. oui, en son temps, il avait rêvé pour cette liberté du peuple noir aux États-Unis. Aujourd'hui, moi, c'est de faire, mon rêve, c'est celui de voir un jour mon Guéyo natal être désenclavé de façon totale et que toutes les voies d'accès à Guéyo soient désenclavées. Donc oui, Martin Luther King, docteur Martin Luther King Jr., il m'inspire, il continue encore de m'inspirer, mais à travers lui, tous ceux qui croient à cet idéal humain, cette dignité humaine, m'inspirent. Et à travers ce que tu fais, ça montre clairement que toute personne dans la société a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice d'une société meilleure, d'une société plus équitable, plus prospère, plus rayonnante, plus juste. Il y a tant de problèmes communautaires qui nous entourent, tant de défis sociaux, mais il y a autant de personnes pour les résoudre, autant de personnes pour agir et faire face. Mais il y a tant de personnes qui n'ont peut-être pas encore trouvé la force de se lancer, la sagesse pour y arriver. Quel message aujourd'hui est-ce que tu pourrais adresser à toutes ces personnes qui te regardent et qui disent: «J'ai également le même problème dans ma zone. J'ai aussi un autre défi dans ma communauté. Je voudrais me lancer». Qu'est-ce que tu leur dirais? D'accord. Je commencerai par citer Napoléon Hill qui dit, tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Ça veut donc dire quoi? Tout ce qu'on peut imaginer, tout ce en quoi on peut mettre foi, on peut aussi le réaliser. Donc, il y a tellement de problèmes dans nos zones, dans nos contrées, dans nos régions, dans nos départements. Je pense que chacun devrait pouvoir se concentrer et identifier de façon effective, de façon factuelle, quels sont les problèmes auxquels il pense apporter une solution, même si c'est pas lui qui doit apporter la solution, mais une proposition de solution. Chacun doit pouvoir se rendre utile dans sa zone, c'est important. Au lieu de faire des choses qui n'apportent rien, au lieu de gaspiller son énergie dans des activités qui n'apportent rien, on gagnerait tous autant que nous sommes de nous concentrer sur un aspect de développement de chez nous, même pas forcément de chez nous. Euh, un citoyen a le droit de d'identifier, on va dire, une situation, il met toute son énergie, il fait le plaidoyer, et puis un jour, il sera entendu. Donc, c'est un appel que je lance à tout citoyen. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on m'appelle de partout pour dire, mais Chairman, Barthélemy Gougounion, vraiment, c'est novateur, c'est vraiment d'entendre un plaidoyer citoyen. Et puis, vous le faites si bien au niveau des gayots. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que chez nous aussi, on puisse le faire? Il dit, mais c'est pas compliqué. Un, il faut d'abord identifier le problème auquel vous voulez vous adresser. Quel problème vous voulez adresser à l'autorité? Il faut d'abord qu'il soit factuel, il faut qu'il soit d'intérêt général, d'intérêt collectif. Il faut que cela soit pertinent, il faut que la résolution de ce problème puisse effectivement régler enfin la situation elle-même. Si vous avez identifié cela, il faut maintenant vous entourer de personnes de chez vous qui partagent ce même idéal-là.
c'est sûr que vous serez combattu, mais ne regardez pas le côté où on combat, c'est presque le plus important. C'est la solution que vous voulez apporter qu'il faut regarder, qu'il faut plutôt amplifier et non pas le problème. Donc, quand vous avez fini de faire cela, nous sommes dans un monde de communication. Faites en sorte que ce problème-là soit mis en relief et que l'État de Côte d'Ivoire, qui est donc notre interlocuteur, celui à qui on adresse le plaidoyer, soit donc attentif à cela à travers ce démembrement, mais de la manière la plus citoyenne possible en respectant les lois de chez nous, tout simplement. Quand vous le faites, l'État est sensible et un jour, l'État vous écoutera. C'est vrai que l'État a des priorités, mais un jour, l'État pourra instaurer votre priorité dans ses programmes. C'est Mhm. pourquoi je voudrais aussi terminer par ce plaidoyer, si vous le permettez. Aujourd'hui, on parle des PND, le plan national de développement 2026-2030. Mon plaidoyer est que dans ce PND 2026-2030, que l'État de Côte d'Ivoire puisse effectivement programmer les voies d'accès pour que Gué soit accédé par le bitume. Si l'État de Côte d'Ivoire l'a fait, je serai l'homme le plus heureux de ce pays-là. Mhm. Merci. Mais déjà, on remercie aussi l'État de Côte d'Ivoire parce que tout à l'heure, vous le disiez, il y a une voie d'accès qui est en cours de construction et les trois autres des études ont déjà été faites. Donc, je pense que pour cela aussi, Bien sûr, il bien faut sûr. déjà exprimer toute la gratitude Bien sûr, à si, l'État de Côte d'Ivoire. effectivement, j'ai fait un post sur les réseaux il n'y a pas longtemps où j'ai mis le doigt sur ça en disant vraiment merci l'État du Côte d'Ivoire. Parce qu'une chose est de demander, mais dans la vie, la bienséance voudrait qu'on soit reconnaissant. Si il y a 70 ans en arrière, il n'y a aucun projet sur Gueyo et que maintenant, sur les quatre voies d'accès, on a une voie d'accès qui est actuellement en voie d'être bitumée, il faut vraiment marquer un arrêt et dire merci à l'État du Côte d'Ivoire. Et c'est justement pourquoi en août, nous avons de grosses festivités de reconnaissance et de gratitude de l'État de Côte d'Ivoire. À Gueyo, le 15 août, nous avons des festivités où toutes les populations des régions du Boclé, de la Nawa, du Logibwa, vont se réunir à Gueyo à l'occasion de la sortie officielle du collectif des volontaires et dire merci à l'État du Côte d'Ivoire. Et donc, on a bien voulu le faire, mais de façon très formelle, avec la voix autorisée, pour dire merci à l'État du Côte d'Ivoire pour donc cet espoir, ce baume qui remet dans le cœur des citoyens des localités de Guéyo. Mhm. Voilà. Et est-ce que le collectif des volontaires pour le désenclavement total du Gaillot va cesser d'exister une fois que les quatre voies d'accès seront terminées, bitumées, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses en vision? Non, mais pas du tout, parce qu'on n'a pas dit le collectif des volontaires pour le bitumage des routes de Guéyo. Si c'était comme ça, dans ce cas, après le bitumage, on ne continuerait pas, on a dit le désenclavement total. Or, un désenclavement, il peut être routier, donc le bitume, il peut être économique, donc le développement économique, il peut être social, donc les infrastructures sociales, il peut être commercial, il peut être culturel. Donc le désenclavement est élastique. Le désenclavement sous-entend le développement. Donc oui, ce n'est qu'un aspect du désenclavement qui est le développement routier. Donc si on a eu les voies d'accès par bitume, ça va ouvrir d'autres voies de désenclavement, cette fois-ci le désenclavement économique pour que Gueyo soit cette attraction économique de la Côte d'Ivoire à travers le développement du transport. Aujourd'hui, il n'y a pas de compagnie de transport à Gueyo. Or, après le bitume, forcément, on aura des compagnies de transport qui vont s'installer. Aujourd'hui, il n'y a pas de grande école à Gueyo. Forcément, après le bitume, ça va s'installer. Aujourd'hui, il n'y a pas, Gueyo n'est pas une attraction pour les fonctionnaires. Forcément, ce sera une attraction. Aujourd'hui, on ne peut pas développer des sites touristiques à Gueyo parce que personne n'aura envie d'y aller. On veut du tourisme où le potentiel culturel. Gueyo, c'est le peuple Gaudier. Le peuple Gaudier est un peuple qui a des valeurs culturelles. Le pagne raffia. Le pagne raffia, c'est un pagne de la culture Gaudier. Donc, tout ça, il est un peu valable de découvrir. Le pagne raffia, que les gens prisent tant, ça fait partie de la culture Gaudier et Dida. Donc, je veux dire, il y a tellement de choses à développer. Après le désenclavement routier, on passait à l'autre type de désenclavement. Donc, oui, le collectif des volontaires va exister et même mieux, parce qu'il sera l'interlocuteur privilégié de tout potentiel investisseur à Gueyo, parce que nous, on mettrait la monographie de Gueyo, on connaît le schéma de Gueyo, on connaît le schéma directeur de développement de Gueyo. Et justement, à l'occasion des festivités, on a programmé une grosse activité intellectuelle qui est une conférence panel
dont le thème est le désenclavement total des Guéyots, quelles opportunités pour nos communautés, et qui sera développé par des éminents universitaires, voilà, des sociologues, des économistes qui viendront à Guéyo ce jour-là pour développer cette conférence qui sera donc la base, elle a dit, du développement économique des Guéyots. Et donc, des rapports seront produits, des documents seront produits et qui serviront de base de développement à tout investisseur potentiel. Donc, D'accord. nous sommes dans un schéma scientifique, le développement de Guéhiou, les emplois, On l'a bien compris, c'est une vision à long terme. bien sûr. C'est une vision qui va bien au-delà du bitumage des C'est ça, fois, c'est mais ça, c'est pour également permettre à toutes ces opportunités qui attendent encore de voir le jour c'est ça, d'éclore c'est au ça, sein du Guéyo et de bénéficier non seulement aux autochtones du Guéyo, mais aussi à toutes les populations. bien sûr. Alors, à l'écoute de ton histoire me rappelle une citation de l'éminent Desmond Tutu, et cette citation nous dit: Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien qui, une fois assemblés, transforment le monde. Et c'est exactement ce que tu fais à travers cette initiative. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Chairman. C'est moi qui suis réjoui d'être reçu par, propulsé par un discours. Si mon discours euh, qui m'a inspiré, qui m'a propulsé également, peut inspirer d'autres personnes à croire en eux-mêmes, qu'on soit chez soi, qu'on soit dans sa localité, si ça peut les y aider, c'est tant mieux. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à votre média qui a véritablement compris qu'on peut servir sa nation, sa communauté, son département, son village, à quelque niveau que ce soit. Merci beaucoup. Que cela serve de leçon à tous ceux qui nous regardent, qui nous emboîtent le pas. Merci à votre média. Merci. Ciao. Bienvenue à l'instant cadeau. Nous espérons que vous avez apprécié cette conversation que nous venons d'avoir avec le chairman Barthélémy Gogoyon autour de son initiative, le collectif des volontaires pour le désenclavement total du Guéyo. À présent, comme lors de chaque épisode, nous vous offrons un cadeau qui non seulement promet de vous faire plaisir, mais aussi de contribuer à édifier la femme et l'homme d'impact que vous êtes. Pour le remporter, il vous suffira de vous abonner à nos pages, de commenter, de liker, de partager cette vidéo et de répondre à la question du jour. Mais tout de suite, découvrons ensemble ce qui se cache dans notre boîte à cadeaux. Il s'agit d'un webinaire exclusif avec le chairman Barthélémy Gogoyon pour discuter de comment mettre en place un plaidoyer citoyen. À présent, la question du jour est la suivante. Quel personnage historique a inspiré notre invité du jour? Quel personnage historique a inspiré notre invité du jour? Vous avez la bonne réponse? Alors, likez cette vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à nos pages et envoyez la bonne réponse au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ce webinaire est réservé à 25 personnes, alors envoyez la réponse et sécurisez votre participation dès à présent. C'est un plaisir encore une fois d'être en votre compagnie et à très bientôt à propulser par un discours, le podcast où les mots deviennent moteurs. À bientôt. Cette conversation vous inspire et vous connaissez aussi une personne qui pourrait en être inspirée, alors n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, à vous abonner sur nos pages et à nous donner de la force de continuer. Merci.